bonjour à toutes et à tous. Et du coup, je m'excuse d'avance, je nous excuse d'avance du fait qu'effectivement, les mail jets, donc pour les contacts que vous pourriez avoir avec les personnes qui, pardon, apparemment, les 4000 mail jets que nous avons envoyés ne sont pas partis. Donc, bref, je passe là-dessus. Donc, bonsoir à tous. Et du coup, dans le cadre de nos webconférences, nous accueillons aujourd'hui Olivier Lecourt-Grandmaison. Alors, il est politologue, il enseigne la science politique et la philosophie donc, à l'université à Paris, Sarclay, Val d'Essonne. Alors c'est quelqu'un qui, ces dernières années, ces 25 dernières années, a énormément publié, donc je n'ai pas faire la liste de l'intégralité des livres qu'il a publiés, mais par contre, je vais en citer quelques-uns pour vous donner une idée finalement de ces objets de recherche et des enjeux sur lesquels il a travaillé. Donc, encore une fois, en étant absolument pas exhaustif, j'ai choisi quelques titres qui, moi, en tout cas, m'ont marqué. Donc, en 2005, il a publié un livre qui s'appelle Colonisé, exterminé. Alors, c'est sur la guerre et l'État colonial, qui a été publié chez Fayard. En 2009, toujours chez Fayard, il a publié La République impériale, politique et racisme d'État. En 2014, encore chez Fayard, il a publié L'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de résonance entre ces titres-là. Et puis, en 2019, il a publié Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Donc là, c'est un enjeu particulier dans ce cadre-là. Et puis tout récemment, alors c'est pas la raison pour laquelle je l'ai sollicité, mais quand même, un livre, moi, qui me semble très important, alors, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Racisme d'État, et qu'il a co-dirigé avec Omar Saouti. Alors c'est un livre très très intéressant, et du coup, qui est dans notre centre doc, et que j'invite les étudiants notamment à consulter. Alors quelques mots pour présenter la séance de ce soir. Donc, des mots personnels, en fait, hein, du point de vue qui n'engagent que moi. Donc, jusqu'à récemment, il me semble qu'en France, il était d'usage de considérer que le racisme s'exprime par des comportements individuels anormaux, ou sinon immoraux, ou des dysfonctionnements plus ou moins collectifs qui dérogent à un sens de la mesure et à une norme de droit. Donc, cette posture, qui a été forgée dans les années 80, donc par un gouvernement dit de gauche, et qui a été entretenu depuis lors par toute la série des successeurs, ce qui a eu pour effet, c'est, il me semble, de dispenser l'État français de lutter contre les discriminations plus massives, directes et indirectes, et leur vecteur, donc un racisme plus systémique. Et parallèlement, donc tous les mouvements, enfin une bonne partie des mouvements antiracistes traditionnels, qu'il s'agisse de la LICRA ou de SOS Racisme, ont défendu une conception plutôt individuelle et morale du racisme. Donc, en fait, comme s'il était le fait d'acteurs plutôt déviants, isolés, adhérents à une doctrine raciste et portés par une idéologie violente. Et pour les combattre, il faudrait donc les sanctionner leurs débordements et faire évoluer, remanier leur mentalité, disons, voilà. Alors, depuis quelques années, on a vu apparaître un nouveau lexique. Dans le monde de l'antiracisme, et on entend parler depuis quelques années de privilèges blancs, de personnes racisées, de pensée décoloniale, de racisme d'État. Et ces termes qui sont couramment employés par les collectifs militants de l'antiracisme politique, qui sont nés dans les quartiers populaires autour des années 2000, ne cessent d'engendrer des controverses. Voilà. Et au nom de l'universalisme républicain, beaucoup d'intellectuels, notamment récemment, ont dénoncé cette racialisation, voilà, et cette essentialisation du débat public. Voilà. Donc, le vocabulaire politique de ces nouveaux militants renvoie à une autre conception finalement du racisme. Et plutôt que de dénoncer des dérives plus individuelles de quelques militants racistes, ces associations accusent directement l'État, sa police, son administration, son école, finalement, de distribuer inégalement les places et les richesses, sans que, évidemment, ces agents affichent obligatoirement des convictions ouvertement racistes. Voilà. Et donc, c'est en lien avec ces enjeux-là que, en fait, j'ai pour une part sollicité donc Olivier Lecourt-Grandmaison, à qui je laisse la parole. Voilà. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Juste une toute petite rectification, mais qui n'est pas fondamentale. Le titre de l'ouvrage que j'ai dirigé avec Omar Slaouti n'est pas Racisme d'État, mais Racisme de France.
et racisme au pluriel. Je comprends la raison pour laquelle la confusion a pu être faite, c'est qu'il y a effectivement une partie consacrée justement à la définition de concepts très différents, racisme d'État et État raciste. Cette volonté d'éclaircissement est emportée à la fois par un souci, je dirais, universitaire, de connaissance, par la volonté de savoir, pour emprunter cette expression à Michel Foucault, parce qu'évidemment, si penser c'est distinguer, ce n'est pas beaucoup penser que de confondre un État raciste et un racisme d'État, et par un souci politique, entre autres liés, mais pas uniquement, à l'initiative pour le moins malencontreuse, à la fois sur le plan politique et juridique, qui était celle de Jean-Michel Blanquer, réagissant de façon très violente à l'information selon laquelle Sud Éducation 93 allait organiser un stage où la question du racisme d'État allait être traitée, a fait une intervention à l'Assemblée nationale, d'une part pour condamner le recours à ce concept, parce que c'est d'abord et avant tout un concept, et d'autre part pour engager une action contre le dit syndicat. Et l'objectif, en reprenant et en retravaillant sur ces deux concepts distincts, puisqu'il peut très bien y avoir un racisme d'État sans État raciste. Par contre, évidemment, il n'y a pas d'État raciste sans racisme d'État. Et c'est donc ces deux éléments ou ces deux contextes distincts mais pas sans influence évidemment l'un sur l'autre qui ont entre autres motivé cet ouvrage collectif et en particulier la contribution que nous avons signée, Omar Slaoui et moi-même, qui est intitulée Le racisme dans tous ses états, état étant avec un E majuscule, puisqu'il s'agissait très exactement de reprendre les termes de ce débat, qui hélas s'est développé non pas tellement d'ailleurs comme un débat, mais bien plutôt comme une polémique. Et de mon point de vue, ce n'est pas du tout la même chose. Rappelez que ce livre Racisme de France est véritablement un ouvrage collectif qui réunit plus d'une vingtaine de contributrices et de contributeurs, issus d'horizons à la fois académiques, universitaires, militants et politiques relativement divers, mais en général et en particulier, toutes et tous étant spécialistes des thèmes pour lesquels nous les avons sollicités. Une bonne partie d'entre elles et d'entre eux étant, pour reprendre ce syntagme désormais courant, étant également des premiers, des premières et des premiers concernés, c'est-à-dire des personnes racisées qui, au cours de leur parcours personnel, professionnel, universitaire et académique, ont été confrontées parce que racisées, parce que femmes également parfois aussi, à des réactions tout à la fois racistes et sexistes. Ce qui, soit dit en passant, permet à travers un exemple minime, mais néanmoins intéressant, au moment où la question de l'intersectionnalité fait débat, je pense en particulier aux critiques qui sont faites par Stéphane Beau et Gérard Noiriel sur la démarche intersectionnelle, de montrer que, en tout cas en ce qui nous concerne, le nous étant à nous collectif ici, cette démarche intersectionnelle nous paraît absolument fondamentale pour comprendre comment certaines et certains, en raison de caractéristiques réelles ou qui leur sont imputées, cumulent sur leur personne des singularités, encore une fois réelles et imputées, et des singularités qui contribuent à les altériser de façon plus ou moins radicale, qui contribuent dans certains cas à les inférioriser, et qui contribuent éventuellement aussi à faire de celle-là et de ceux-là des individus et des collectifs supposément faire peser une menace existentielle sur les institutions républicaines, sur la laïcité et sur l'égalité
Maboula Soumaoro, racisé, femme, noire, universitaire, maître de conf à l'université en France, cumule, pour certains et certaines, des caractéristiques qui sont d'être noir et femme. Et la conjonction de ces deux caractéristiques débouche et ont débouché, elle en témoigne remarquablement, dans un ouvrage publié aux éditions La Découverte, mais également aussi dans la contribution qu'elle a accepté de nous donner. Ces deux caractéristiques ont contribué effectivement à faire peser sur elle des discriminations cumulatives. On pourrait ajouter, et là à titre purement hypothétique, mais l'hypothèse est hélas sinistrement crédible et elle est corroborée par de très nombreuses enquêtes, et faut-il le souligner, des très nombreuses enquêtes qui ne sont pas menées par des, entre guillemets, islamo-gauchistes ou les idiots utiles de l'islamisme, puisque ce sont des enquêtes qui soit ont été menées, soit ont été reprises et validées, excusez du peu, d'une part par les défenseurs des droits, anciennement Jacques Toubon, dont je n'ai pas à vous dire qu'ils viennent de l'extrême gauche jusqu'à plus ample informé, qui a publié un rapport extrêmement intéressant sur la question des discriminations systémiques en France en juin ou juillet 2020, qui estime absolument indispensable, sur la base des travaux qu'il a examinés et sur la base des questions qui lui ont été soumises, des problèmes auxquels il a été confronté comme défenseur des droits, qui estime lui aussi absolument indispensable de recourir effectivement à une démarche intersectionnelle pour mieux comprendre comment certaines et certains font l'objet effectivement de discriminations particulièrement graves qui affectent tous les registres de leur existence. Par ailleurs, je rappelle que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui là aussi n'est pas une institution particulièrement investie par des militants d'extrême gauche, a également produit un certain nombre de rapports faisant état de ces discriminations systémiques. Et donc de la nécessité aussi, dans certains cas, de recourir à une approche intersectionnelle. Alors, en ce qui me concerne, et dans le cadre du temps qui m'est imparti ce soir, je voudrais faire un retour en arrière parce qu'il me semble indispensable de le faire pour plusieurs raisons. Retour en arrière qui va nous conduire d'une part à l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler un racisme scientifique à la fin du 19e au début du 20e siècle. Et je pourrais ajouter d'ailleurs, et là j'entends bien que dans un premier temps la proposition ou le syntagme ainsi utilisé peut paraître particulièrement provocateur, mais je m'en expliquerai. L'émergence d'une part d'un racisme scientifique et d'autre part, c'est en partie lié d'ailleurs, de ce qu'il faut bien appeler un racisme républicain, quand bien même l'expression peut paraître complètement aporétique. Et on verra comment effectivement, fin 19e, début 20e, ce racisme surgit, ce qu'il a produit, dans quel contexte il a été développé, et on verra également que c'est à la même époque, contrairement à des analyses qui ont longtemps reposé sur l'idée selon laquelle le racisme qui émerge fin 19e, début 20e siècle est un racisme strictement anthropologique et ou biologique, on voit surgir quasiment à la même époque un racisme qu'on pourrait tout à fait qualifier de différentialiste, culturaliste et dont le fondement en fait est un fondement religieux, puisqu'on voit émerger à cette même époque une islamophobie élitaire, donc savante, et qui va peser et avoir une influence extrêmement importante sur de très nombreuses disciplines. Et dans un second temps, je voudrais examiner à la fois les mutations, mais également un certain nombre de permanences, d'une part dans les représentations et d'autre part dans les pratiques, après la Seconde Guerre mondiale, souvent perçue comme cumulant l'après-Seconde Guerre mondiale et après 1945 deux ruptures absolument fondamentales. Alors, une rupture historique évidente, liée bien sûr à la destruction des Juifs d'Europe par les nazis et donc au génocide, qui a pour effet immédiat de discréditer radicalement, à la fois dans le champ académique et dans le champ politique, l'antisémitisme, contrairement à la situation qui était celle de la France en particulier, mais pas uniquement pendant l'entre-deux-guerres,
et d'autre part, une rupture, disons, épistémologique qui n'est pas complètement indépendante de la première, liée à la commande passée par l'UNESCO à ce très grand ethnologue français Claude Lévi-Strauss, qui publie donc, début des années 1950, cet ouvrage majeur, Race et Histoire, dans lequel il fait un sort universitaire et académique à ce qu'on doit appeler au pseudo-concept de race. La conjonction de ces deux ruptures est souvent interprétée comme invalidant non pas seulement l'antisémitisme, mais invalidant désormais toute représentation, toute conception raciste, d'une part dans les universités et dans l'écrasante majorité des disciplines, pour ne pas dire dans la totalité des disciplines, et éventuellement aussi dans l'espace public et politique, avant que, pour diverses raisons, le racisme ne fasse sous différentes formes de nouveau son apparition. Et donc là aussi, je serais amené à nuancer pour le moins très fortement ces analyses qui ont longtemps été dominantes. Tout d'abord, sur la première partie, sur l'émergence d'un racisme scientifique et d'un racisme républicain, commencer par soutenir ceci, mais qui n'est pas un argument d'autorité, je vais immédiatement m'en expliquer. Commencer par soutenir ceci, que contrairement à des opinions communes, mais qui sont à la fois déterminées par des représentations qui déterminent des pratiques, et dont d'ailleurs SOS Racisme et l'organisation que vous avez citée, la LICRA, et quelques autres, le Printemps républicain par exemple, sont l'excellente illustration. L'idée étant au fond que le racisme ne serait que le fait de quelques individus, alors leur nombre varie évidemment selon les conjonctures, quelques ne veut pas dire très peu, ça peut aussi vouloir dire beaucoup, mais au fond de quelques individus, soit pour des raisons politiques et ou pour des raisons liées à, pour employer ces catégories, leur faible capital culturel, leur faible capital académique et par conséquent leur plus grande porosité ou supposée telle au discours de type raciste et éventuellement au discours de type sexiste, homophobe et islamophobe. Autrement dit, ce type d'argumentation peut se matiner d'une sorte de sociologisme de comptoir. Plus les individus seraient cultivés et titulaires de diplômes importants, plus ils appartiendraient aux classes supérieures dans tous les sens du terme, moins ils seraient sensibles à des discours racistes et donc à des pratiques. Et à l'inverse, moins ils seraient dotés de ce type de capitaux culturels et de diplômes, plus ils seraient sensibles à ce type de discours. Et autrement dit, ou pour dire autrement, les classes pauvres socialement seraient, parce qu'elles sont pauvres socialement, également pauvres culturellement, et étant pauvres culturellement, peu armées pour résister au discours de type raciste. La conséquence de ces représentations étant évidemment le développement d'un discours de surplomb et d'un discours moralisateur, la thèse étant, enfin pas la thèse, le remède au constat premier effectué étant, c'est donc par l'éducation que l'on va pouvoir effectivement lutter contre le racisme, ce qui est présenté comme une forme de déviation politico-morale. Très singulière conception dans la mesure où lorsque on étudie l'émergence du racisme scientifique et du racisme républicain à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il est très facile et il y a là maintenant une quantité très importante de textes, d'études, d'ouvrages et d'articles, de constater que ce racisme est d'abord et avant tout un racisme savant et donc un racisme élitaire, forgé par des élites à la fin du 19e et au début du 20e siècle en France, mais pas uniquement en France d'ailleurs, et forgé par des élites, qui plus est, qui sont le plus souvent des élites républicaines, et qui ne voient strictement aucune contradiction entre les valeurs, comme on dit aujourd'hui, républicaines, qui sont les leurs, qu'ils défendent d'ailleurs effectivement dans l'espace hexagonal, pour lequel d'ailleurs un certain nombre d'entre eux se sont effectivement battus du temps du Second Empire et éventuellement ont payé ce combat de la perte de leur liberté et de persécution,
Et donc, si j'insiste là-dessus un peu lourdement, c'est parce que je ne mets absolument pas en cause leur républicanisme, qui est un républicanisme parfois ancien, assumé, et qui les a conduits à militer pour l'avènement de la Troisième République et pour certains d'entre eux à faire partie des pères fondateurs de cette Troisième République sur le plan intellectuel et pour certains d'entre eux des pères politiques et institutionnels de cette même Troisième République. Racisme scientifique, assurément, un exemple, il est célèbre, il est lié à l'invention par Broca d'une sous-discipline à l'intérieur de l'anthropologie physique. Et quand je dis sous-discipline, le sous-discipline ici ne désigne pas une discipline marginale, bien au contraire, mais une spécialisation à l'intérieur de l'anthropologie physique générale. Et cette spécialisation, c'est l'émergence de la phrénologie, c'est-à-dire l'étude du cubage des crânes et en général l'étude comparée du cubage des crânes. Broca se livre effectivement à une étude comparée du cubage des crânes, et il est absolument convaincu lorsqu'il se lance dans cette étude comparative et de procéder selon les règles les plus strictes d'une démarche scientifique et comparant sur une base statistique en partie le cubage des crânes des hommes noirs et le cubage des crânes des hommes blancs, il répond de son point de vue et du point de vue de ceux qui prennent connaissance de ces articles à une question pendante depuis très longtemps. Cette question peut être formulée de façon très simple. Pourquoi les noirs sont inférieurs aux blancs? La réponse, elle est scientifique et elle doit être cherchée dans le cubage des crânes des hommes noirs, qui est plus petit statistiquement que le cubage des hommes blancs, ce qui ici a pour conséquence immédiate d'entraîner le fait que leur cerveau est également plus petit. Et Broca est donc absolument convaincu d'avoir apporté une réponse enfin scientifique à cette question formulée depuis très longtemps. Et ceux qui le lisent sont également absolument convaincus de lire un texte, des articles fondateurs, enfin fondateurs, oui, fondateurs d'une science nouvelle, la phrénologie, et en même temps qu'ils permettent de, encore une fois, apporter une réponse scientifique à une question initiale. Et je rappelle que c'est tellement vrai, si j'ose dire, que Broca, pour reprendre la célèbre formule qui se trouve inscrite sur le bâtiment du Panthéon à Paris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, effectivement, la Troisième République, au décès de Broca, va honorer les découvertes scientifiques de Broca, ses avancées scientifiques en matière anthropologique et en matière phrénologique, en donnant le nom de Broca à une rue de Paris qui se trouve évidemment du côté du Jardin des Plantes, c'est-à-dire du côté du lieu même où Broca a fait cette découverte. Cette découverte va avoir des conséquences extrêmement importantes sur de très nombreuses autres disciplines, dans la mesure où il apparaît désormais évident, sur ces fondements-là, qu'effectivement, ce qui existe, ce n'est pas à proprement parler une humanité composée d'hommes semblables, mais bien un genre humain hiérarchiquement organisé, au sommet duquel ce genre humain se trouve l'homme blanc. Et c'est cette proposition très générale, fondée par l'anthropologie physique et la phrénologie en particulier, va être reprise par toute une série d'autres disciplines, comme l'histoire, comme la géographie physique, comme la psychologie ethnique, notamment la célébrissime école de psychologie ethnique d'Alger, fondée et dirigée par un très grand psychologue spécialiste de la psychologie ethnique qui s'appelle Porot, et qui, relativement aux Arabes musulmans, va, au fond, sur la base des critères, des fondements et de la démarche de la discipline qui est la sienne, faire la démonstration, effectivement, que les Arabes musulmans, d'un point de vue psychologique, sont inférieurs aux Européens en général et aux Français en particulier, qui ne sont pas simplement inférieurs aux Européens et aux Français en particulier, qui sont également infiniment plus dangereux. Leur infériorité et leur dangerosité étant fondées sur la plus grande puissance des passions, des affects, des désirs en général chez ces populations, comme on dit, chez les indigènes, et en particulier
sur le fait que ces indigènes musulmans sont réputés dotés d'une forme d'hypersexualité. Et cette hypersexualité est évidemment perçue comme dangereuse, dangereuse pour l'ordre moral, évidemment, mais aussi dangereuse pour la sécurité des biens et des personnes, dans la mesure où cette hypersexualité est réputée être la cause, en Algérie, de crimes particulièrement violents et particulièrement odieux, en particulier le viol des femmes européennes. Et l'ensemble va évidemment aussi avoir des conséquences très importantes sur le plan juridique, avec des dispositions pénales qui vont être appliquées de façon beaucoup plus stricte en Algérie, et notamment sur les peines décidées en Algérie, et un recours beaucoup plus important à la peine de mort. D'autant plus d'ailleurs que Porot cumule plusieurs champs d'intervention et légitimité, puisqu'il est à la fois un très grand psychologue ethnique dont l'influence a été très très importante, y compris jusque dans les années 1950 et donc de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il cumule deux types de légitimité, une légitimité scientifique et académique en tant que fondateur de cette psychologie ethnique, et une légitimité d'expert, puisqu'il est, en tant que psychologue ethnique, expert auprès des tribunaux en Algérie. Influence également, non pas seulement une influence, disons, horizontale, qui va affecter de très nombreux champs et disciplines des sciences humaines, mais aussi une influence qu'on pourrait qualifier de verticale, puisque ces représentations de type raciste vont alimenter ce qui aujourd'hui est une sorte de continent disparu, et un continent disparu qui a disparu avec la disparition de l'empire colonial. Ce continent disparu, c'est celui de la littérature coloniale. Alors, qui peut paraître aujourd'hui marginal, que très peu de gens fréquentent, à part un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à ce sujet ou à ces sujets, mais dont il faut rappeler que cette littérature coloniale a été une littérature extrêmement populaire, profuse, dont certains auteurs tirent à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires. Et d'ailleurs, la littérature coloniale va se constituer comme un véritable champ. Il y a des prix qui vont être accordés aux auteurs et aux quelques rares autrices de cette littérature coloniale qui, pour les contemporains que nous sommes, est extrêmement intéressante parce qu'on voit effectivement comment toute une série de représentations de type raciste sont en quelque sorte mises en récit par le recours à des personnages souvent archétypaux et donc qui incarnent ici l'arabe musulman dangereux, le barbare, j'y reviendrai, là le noir sauvage, mais qui peut également, en certaines circonstances, être également dangereux. L'ensemble des conséquences pratiques, politiques et juridiques de ces conceptions racistes qui font de l'arabe un barbare et du noir un sauvage, juste une incise pour préciser la distinction, cette distinction que j'emprunte à Michel Foucault. L'incarnation du barbare, fin 19e, début 20e et pendant très longtemps, et aujourd'hui encore d'ailleurs, c'est l'arabe musulman. Il est barbare, il est considéré comme un barbare parce que ses caractéristiques, pour aller à l'essentiel, c'est d'être porteur, assurément, d'une civilisation, d'une culture et d'une religion. Mais porteur de tout cela, l'ensemble étant inscrit, là aussi et là encore, dans une hiérarchie des civilisations et des religions, et dans une hiérarchie des civilisations et des religions qui font de cette civilisation et de cette religion, donc de cette civilisation, non pas seulement une civilisation inférieure, mais une civilisation éminemment dangereuse pour l'ordre colonial, mais également éminemment dangereuse pour l'Occident. Donc, de ce point de vue-là, le barbare, c'est effectivement l'homme, ou la femme, mais en l'occurrence plutôt l'homme, qui, porteur d'une civilisation autre, fait peser une menace existentielle sur l'ordre européen et l'ordre occidental. Là où le sauvage, l'incarnation du sauvage à l'époque, c'est le noir, est au fond l'homme sans, en tout cas réputé sans. C'est-à-dire sans histoire, sans véritable religion, sans véritable culture, sans véritable langage, ce pourquoi d'ailleurs il est ravalé au plus bas de la hiérarchie du genre humain.
L'ensemble, et au-delà de ces différences catégorielles entre le barbare et le sauvage, les conséquences pratiques de tout cela, sur le plan juridique et pratique, donc, c'est le fait que l'indigène des colonies, qu'il soit arabe, musulman et ou noir, est considéré comme un mineur dans l'ordre juridique, parce qu'il est considéré au fond comme un mineur du point de vue de l'usage de la raison. Et c'est évidemment cette minorité première, en fait, mineure du point de vue de l'usage de la raison, qui légitime sa minorité dans l'ordre juridique et politique. Puisqu'en effet, la condition de l'indigène, sous la Troisième République et jusqu'en 1945, faut-il le rappeler, ce n'est pas d'être un citoyen français, c'est d'être un sujet français, privé des droits et libertés démocratiques élémentaires, individuels et collectifs, pas de droit de vote, pas de liberté d'association, pas de liberté de manifestation, pas de liberté de déplacement dans un premier temps à l'intérieur même de la colonie et pas de liberté de déplacement entre la colonie et la métropole. À quoi s'ajoute, et c'est en partie lié aux représentations qui font donc du barbare une menace particulièrement importante, à quoi s'ajoute toute une série de mesures discriminatoires, répressives, qui ne sont opposables qu'à ces indigènes et dont le monument du racisme d'État va être le Code de l'indigénat dont la première version est établie en Algérie le 9 février 1875. Et j'ai bien dit racisme d'État, puisqu'il s'agit d'un corpus, le Code de l'indigénat, réunissant toute une série de dispositions répressives qui ne sont opposables qu'aux Arabes musulmans et globalement qu'à l'ensemble des indigènes vivant en Algérie. Et donc, il s'agit bien d'un racisme d'État parfaitement assumé par les élites politiques, académiques et juristes de la Troisième République, à quoi s'ajoutent deux autres dispositions d'exception qui ne sont opposables et applicables qu'aux seuls indigènes, l'internement administratif et la responsabilité collective. Ce racisme élitaire, savant d'abord, élitaire ensuite et politique ensuite, enfin, et globalement en partie populaire et en partie rendu populaire notamment par la littérature coloniale, a là aussi, là encore, contrairement à des représentations convenues, affecté très profondément, d'une part, les élites républicaines et y compris d'ailleurs aussi les élites socialistes. Deux exemples. Le premier de ces exemples, c'est évidemment au cours de ce très célèbre débat de l'été 1885. Le motif du débat, c'est le vote de crédit de guerre pour poursuivre les opérations militaires à Madagascar, qui est alors un État indépendant. Très célèbre débat parce que c'est à cette occasion que Ferry et Clémenceau vont s'affronter extrêmement violemment à la Chambre des députés. Et c'est dans ce contexte-là que Ferry fait cette intervention pour défendre la construction de l'Empire, défendre ce que j'appelle moi la République impériale. Et dans le cadre de ce discours, Ferry déclare à peu près ceci, le passage est connu, il est un devoir pour les races supérieures de coloniser les races inférieures afin que ces races inférieures puissent bénéficier évidemment de la civilisation et des bienfaits de la colonisation. Ce discours est analysé à juste titre comme un discours de légitimation de la course à l'Afrique, comme on le dit à l'époque. Assurément, il l'est, mais ce discours est aussi l'expression d'un racisme élitaire des élites républicaines exprimé de façon très tranquille et exprimé de façon assez convenue, puisque, encore une fois, pour Ferry, comme beaucoup de ses pairs, et à IRS bien sûr, il va de soi que le genre humain est un genre humain hiérarchisé, qu'il y a des races supérieures et qu'il y a des races inférieures. 1925, débat sur la guerre du Rif. La France est confrontée à une résistance très importante au Maroc. Débat encore une fois sur la question des crédits de guerre. Léon Blum intervient dans le sein des seins de la Troisième République à la Chambre des députés et Léon Blum reprend à son compte une partie de la déclaration de Jules Ferry en considérant lui aussi que les races supérieures ont des devoirs envers les races inférieures, mais, dit-il, ces devoirs ne doivent pas se réaliser par la guerre, ils doivent se réaliser de façon pacifique.
Et on voit là aussi, là comment, et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, comment, au fond, il a surgi non pas seulement un racisme républicain, mais au fond aussi un racisme, disons, socialiste, dans la mesure où des dirigeants socialistes éminents ont là aussi, là encore, partagé ce type de représentation. Je disais en introduction rapide de cette première partie que la fin du 19e et le début du 20e siècle n'est pas simplement le théâtre de l'émergence d'un racisme scientifique dont les premiers fondements sont anthropologiques. On voit surgir également un racisme que l'on pourrait qualifier de différentialiste et reposant non pas sur la mobilisation de critères anthropologiques, mais sur la mobilisation de critères religieux et civilisationnels. C'est le cas, en effet, de l'émergence de l'islamophobie savante et donc élitaire, telle qu'elle émerge là aussi à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Une incise, là encore, pour préciser ceci. Contrairement à ce qui s'est imposé dans l'espace médiatique et en partie politique, et hélas en partie académique universitaire, et contrairement à ce qu'avance Caroline Fourest, le terme d'islamophobie n'a pas été forgé par les mollahs iraniens à la suite de la victoire de la révolution contre les Shahs d'Iran en 1979. Une brève recherche sur Internet dont se dispense Caroline Fourest, qui prend de ce point de vue-là beaucoup de liberté avec les exigences déontologiques de la recherche. Une brève recherche sur Internet permet d'accéder à un article d'un grand colonial, et à l'époque l'expression est laudative, qui, dans un article publié en 1910, utilise le terme d'islamophobie pour caractériser la politique coloniale menée par la France en Afrique occidentale française. Non pas seulement la caractériser, mais de son point de vue, la condamner, parce qu'il estime que cette politique violemment islamophobe ne peut que contribuer à dresser les musulmans contre la France coloniale, ce qu'il regrette. Lui a été gouverneur général de l'Afrique occidentale française, c'est-à-dire le poste politico-administratif le plus important dans la hiérarchie coloniale. Il est par ailleurs l'un des pères fondateurs de l'Académie des sciences coloniales, c'est dire que ce n'est pas exactement un anticolonialiste farouche. Il n'est même pas du tout anticolonialiste. La critique à laquelle il se livre de la politique islamophobe de la France n'est pas du tout une critique anticolonialiste. Sa critique, au contraire, vise, en plaidant pour une autre politique, vise au contraire à renforcer, comme on le dit délicatement et en des termes joliment euphémisés, la présence de la France, entre autres en Afrique occidentale française. Et par ailleurs, quelques années plus tard, un peintre orientaliste célébrissime, converti à l'islam, qui s'appelle Étienne Dinet, publie un ouvrage dans lequel il se livre à une sorte de taxinomie ou de typologie des différentes islamophobies existantes à son époque, en distinguant d'une part une islamophobie savante, et il pense, j'y reviendrai bien sûr, à Ernest Renan et à ses successeurs, et une islamophobie cléricale, incarnée par ceux qui servent Dieu dans les colonies et qui ont pour mission, les missionnaires évidemment, de convertir les indigènes à la seule religion qui vaille et civilisation, c'est bien sûr la religion et la civilisation chrétienne. Et au-delà, Dinet pense évidemment aux nombreuses justifications théologico-politiques qui ont fait de l'islam une religion évidemment particulièrement menaçante, non pas seulement pour la chrétienté en général, mais également pour les différents royaumes qui pouvaient y exister. Et par ailleurs, on voit surgir aussi à l'époque le terme d'islamophile, qui est une réponse au terme d'islamophobie. Donc tout ceci pour dire que contrairement à ce qui est très souvent répété, les catégories d'islamophobie, d'islamophilie, ne sont pas des catégories inventées récemment. Le père fondateur de l'islamophobie savante et élitaire à cette époque n'est autre que Ernest Renan, dont il faut rappeler qu'il a eu une influence extrêmement importante parce que Ernest Renan cumule
trois légitimités. Une légitimité académique, puisque faut-il le rappeler, il est professeur au Collège de France, et c'est en tant que professeur au Collège de France qu'il écrit un certain nombre de textes sur l'islam et qu'il prononce un certain nombre de conférences, textes et conférences qui sont évidemment perçus comme l'expression la plus achevée de la science. Il cumule une légitimité littéraire, puisque en son temps et de son vivant, déjà Ernest Renan est pensé comme un très grand écrivain. La preuve, il est membre de l'Académie française à laquelle il a été élu. Enfin, il cumule une troisième légitimité qui est une légitimité politique, parce que Ernest Renan est pensé, à juste titre, par les hommes de la Troisième République comme l'un des pères intellectuels et spirituels de cette Troisième République, à qui il a donné en quelque sorte deux textes fondamentaux. Qu'est-ce qu'une nation? Texte qui est encore aujourd'hui très souvent cité et exploité. Et d'autre part, un autre texte qui s'appelle De la réforme intellectuelle et morale. Et Ernest Renan va effectivement consacrer à l'étude de l'islam des ouvrages, des textes et des conférences très importantes. Et il ressort de l'ensemble de ces textes et de ce corpus que j'ai longuement étudié dans l'ouvrage qui a été cité, Ennemi mortel, représentation de l'islam, que l'islam est réputé être par essence une religion de guerre, donc réputé être par essence une religion qui favorise le fanatisme. L'islam est réputé être une religion qui par essence s'oppose au libre usage de la raison et donc s'oppose au progrès des sciences et des techniques. L'ensemble constituant et faisant donc de l'islam une religion et une civilisation évidemment inférieure par rapport à la civilisation européenne et la civilisation chrétienne. Là aussi, et là encore, l'influence des thèses de Renan, qui donne naissance à ce que j'appelle moi un rénanisme, qui va être très influent pendant toute la première moitié du XXe siècle, ce rénanisme très important est évidemment en partie lié aux triples positions occupées par Ernest Renan. L'ensemble, racisme scientifique élaboré par Broca et prospérant dans les autres disciplines, les thèses de Renan pour ce qui est de ses conceptions de l'islam étant constitutives, et je reprends ce concept à Michel Foucault, de ce que Michel Foucault appelle un régime de vérité. Et je crois qu'il est extrêmement important de le comprendre, en précisant que quand Foucault utilise le concept de régime de vérité, il n'entend pas par là la vérité avec un V majuscule, mais il entend essayer de repérer, grâce à ce concept, ce qui, à un moment donné, dans une société donnée, eu égard au développement des sciences, des techniques, des sciences humaines en l'occurrence, ce qui est donc perçu à un moment donné comme vrai. Et effectivement, il est très important de comprendre que ce qui nous paraît aujourd'hui relever des opinions, relever des préjugés, pour les hommes de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, tout ce que je viens d'énoncer ne relève absolument pas ni du préjugé ni de l'opinion, mais relève de la science. Et cela permet de comprendre plusieurs choses. C'est que si ces racismes élitaires et donc savants et élitaires ont si longtemps prospéré, et leur ressort, leur puissance et leur force n'est pas lié, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Taguieff, à la force du préjugé, mais bien au contraire à la force de la science, parce qu'encore une fois, celles et ceux qui prenaient connaissance de ces textes étaient absolument convaincus de prendre connaissance de textes scientifiques. Racisme républicain, je l'ai découvert plutôt récemment et entre autres grâce à une contribution dans Racisme de France faite sur la question de la romanophobie, puisque en effet, parmi les populations racisées sous la Troisième République, il n'y a pas simplement les indigènes, qu'ils soient barbares ou sauvages, il y a également le cas particulier des tziganes et au fond des nomades, qui constituent une catégorie là aussi et là encore réputée inférieure, réputée dangereuse par cela même qu'ils sont nomades justement,
et qu'ils sont perçus comme une menace extrêmement importante pour l'ordre public, pour la sécurité des biens et des personnes. Et c'est la raison pour laquelle, le 16 juillet 1912, est imposé à cette catégorie particulière un carnet anthropométrique qui vise bien à, qui est donc une disposition discriminatoire et qui vise à l'intérieur de celles et ceux qui vivent sur le territoire métropolitain à les séparer, à les distinguer et à les discriminer en leur imposant donc ce type de dispositif d'identification. Et rappeler que ce carnet anthropométrique a été maintenu jusqu'en 1969, date à laquelle il n'a pas été à proprement parler supprimé, mais date à laquelle il a été remplacé par un livret de circulation imposé à tous les Français et les étrangers sans domicile fixe. Et il faut attendre une décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2012 pour que le Conseil constitutionnel estime que ce livret de circulation est contraire aux principes fondamentaux de la République et contraire à un principe et à une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'aller et venir. Il a fallu attendre la loi du 10 juin 2015 pour que ce livret de circulation soit enfin définitivement aboli. L'ensemble permet donc de soutenir que, effectivement, relativement aux dispositions d'exception adoptées et imposées aux indigènes jusqu'en 1945, la Troisième République a fonctionné d'une part, bien sûr, comme une république impériale, mais aussi comme donnant naissance à ce qu'il faut bien appeler, et c'est la conséquence d'un racisme républicain, à un racisme d'État. Le code de l'indigénat et les dispositions que j'ai déjà citées en témoignent remarquablement. Après 1945, et j'irai beaucoup plus vite pour la seconde partie, après 1945, l'ensemble des dispositions discriminatoires sont globalement abolies, puisque à la célébrissime conférence de Brazzaville, ouverte par le général de Gaulle en personne, qui réunit, et là je le dis sans aucune ironie, eu égard à la personnalité de ceux qui ont siégé à Brazzaville et de leur passé politique militant, de la lutte qu'ils ont menée contre le régime de Vichy et contre l'occupant, cette conférence réunit la fine fleur de la résistance française, des gaullistes et beaucoup d'autres. L'ordre du jour de la conférence de Brazzaville est comment réformer l'Empire pour garder l'Empire. Pour reprendre une célèbre formule qui est celle de Tommaso di Lampedusa dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Autrement dit, il faut réformer l'Empire pour pouvoir conserver l'Empire. Parce que des gaullistes pratiquement jusqu'aux communistes, tous sont convaincus que si la France veut pouvoir retrouver son statut de grande puissance mondiale, elle doit impérieusement et impérativement défendre son empire colonial. Ainsi est fait à la conférence de Brazzaville, laquelle est confrontée à une petite question subsidiaire qui, en l'occurrence, n'est pas exactement petite et secondaire, puisque le travail forcé a également été une disposition imposée aux indigènes. Que fait-on de ce travail forcé? On l'abolit immédiatement, on l'abolit à terme ou on ne l'abolit pas du tout? Ne pas l'abolir du tout est très difficile, eu égard évidemment au changement de contexte et à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans sa grande sagesse, ceux qui participent à la conférence de Brazzaville vont décider qu'il n'est pas possible d'abolir immédiatement le travail forcé, que celui-ci ne doit être aboli qu'en 1949, 5 ans après. Pour des raisons diverses, et notamment parce que cela estime que dans le cadre des tâches de la reconstruction, qui concernent non pas seulement la métropole, mais également les colonies, le recours au travail forcé imposé aux indigènes est indispensable. Ces indigènes ne sont plus traités comme des indigènes, ne sont même plus appelés indigènes. Dans le cadre de la réforme de l'Empire, qui devient l'Union française, ils sont désormais considérés comme des citoyens de l'Union française. Nonobstant, dans certains cas, et relativement à l'Algérie, le maintien d'un certain nombre de dispositions discriminatoires, et notamment la mise en place en Algérie d'un double collège, dont l'objectif est d'assurer la surreprésentation des Français d'origine européenne
la surreprésentation politique, évidemment, et la sous-représentation politico-juridique des ceux qu'on n'appelle plus les indigènes, mais ceux qu'on appelle désormais des Français musulmans. Pardonnez-moi encore une fois cette incise. Le rétablissement des institutions républicaines et la proclamation de la République et la mise en place de la Constitution de la 4e République va être précédée d'un préambule dans lequel, pour des raisons qui sont évidemment liées à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, est rappelé un principe fondamental républicain, un principe de non-discrimination. Soit. Les principes sont très beaux et assurément ils devaient être rappelés. Mais ils sont presque immédiatement violés, notamment en Algérie française, avec la mise en place du double collège, puisque, encore une fois, les Français musulmans font l'objet de discriminations politico-institutionnelles établies, et par ailleurs, l'expression même français musulman d'Algérie vise là aussi, et là encore, à distinguer dans la masse des nationales et des électeurs une catégorie particulière identifiée par des critères religieux musulmans et à qui doit s'appliquer, en l'occurrence, des dispositions singulières. Par ailleurs, si l'essentiel des dispositions discriminatoires ont été abolies, perdure toute une série de discriminations qui sont perçues, pensées, comme des discriminations systémiques. Je précise immédiatement que l'expression n'a pas encore cours, elle n'a pas encore été à proprement parler, à ma connaissance, forgée, mais on sait, grâce à l'enquête faite par une chercheuse du CNRS, publiée dans les années 50, cette chercheuse s'appelle André Michel, qui publie un ouvrage extrêmement important et extrêmement documenté sur la condition des travailleurs nord-africains en France, ouvrage qui est préfacé par un conseiller d'État qui s'appelle Larocque, qui, d'un point de vue politique, est un centriste vaguement de gauche, conseiller d'État. Donc là aussi, là encore, il ne s'agit pas d'un militant révolutionnaire le couteau entre les dents, et qui, en préface de l'ouvrage de André Michel, écrit, nous sommes donc dans les années 50 à propos des travailleurs nord-africains, qu'effectivement, la discrimination, je cite de mémoire, mais je pourrais évidemment vous donner les références si besoin, est écrit que la discrimination est partout. Et quand il dit partout, il le précise, à l'embauche, travailleurs nord-africains, derniers embauchés, premiers licenciés, oui, c'est vrai, et c'est déjà objectivé par des enquêtes, par l'enquête d'André Michel. Salaire inférieur, poste de travail parmi les plus dangereux, discrimination du point de vue du logement, mal logement, et faut-il le rappeler, c'est effectivement dans les années 50 et jusqu'au début des années 70 que va prospérer, notamment dans la région parisienne, l'énorme bidonville de Nanterre qui réunit plusieurs dizaines de milliers de Nord-Africains, Français, musulmans d'Algérie, réputés juridiquement être des citoyens français, mais qui, à l'évidence, ne sont pas à proprement parler traités comme des citoyens français. Par ailleurs, le début de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, va évidemment réactiver toute une série de dispositions d'exception appliquées à l'endroit des Français musulmans d'Algérie, qui, en raison des modalités de la guerre et d'un certain nombre d'actes commis par le FLN, ces actes qui permettent et vont justifier et légitimer de nouveau, d'une part, des dispositions d'exception, l'état d'urgence par exemple, et d'autre part, alimenter à nouveau frais toute une série de représentations particulièrement négatives qui pèsent justement et qui affectent donc ces Français musulmans d'Algérie. La violence utilisée par le FLN étant pour un certain nombre d'universitaires, de spécialistes de l'islam et de spécialistes du Maghreb en général et de l'Algérie en particulier, ces violences étant perçues comme la preuve qu'effectivement, ces Nord-Africains sont, pour des raisons ethno-raciales, pour des raisons religieuses liées à l'islam, d'une extrême dangerosité. Et d'une extrême dangerosité, non pas simplement pour l'ordre colonial en Algérie, mais également pour l'ordre
métropolitain. D'où aussi le recours à des violences policières tout à fait particulières, parfois avant même d'ailleurs le début de la guerre d'Algérie, et évidemment au cours même de la guerre d'Algérie, que ce soit en Algérie même et en métropole. Je pense en particulier au massacre du 17 octobre 1961, qui est le massacre de civils le plus important perpétré dans l'après-Seconde Guerre mondiale, puisque ce massacre se chiffre à plusieurs centaines de morts, environ 200 ou 300, avec déjà, quand bien même l'expression n'est pas forcément utilisée, des contrôles aux faciès. Contrôle aux faciès dont on sait maintenant qu'ils sont systémiques et systématiques dans la police. On le sait, et là aussi et là encore, non pas par la grâce, si je puis dire, de quelques militants gauchistes, etc., etc., mais à la suite d'une enquête menée par deux sociologues, Fabien Jobard et Laurent Lévy, une enquête qui a été financée, faut-il le rappeler, là aussi et là encore, par la fondation Soros, dont chacun sait quelle elle est d'un point de vue politique. Enquête de terrain menée à Paris dans la région parisienne et qui a permis d'établir ceci, que si vous êtes de type maghrébin ou noir, la probabilité d'être contrôlé par les forces de l'ordre est entre 6 et 8 fois plus élevée à Paris et dans la région parisienne. Et donc, il s'agit bien de contrôles aux faciès, qui sont des contrôles aux faciès systémiques. Et de mon point de vue, ou de notre point de vue, nous sommes aussi un certain nombre à considérer qu'il s'agit là de l'expression d'un racisme d'État. J'en veux aussi pour preuve, d'ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'une appréciation subjective, éventuellement portée par une forme d'indignation. Je rappelais cette décision très importante, qui est plus exactement un arrêt extrêmement important de la Cour de cassation, qui est un arrêt du 11 novembre 2016, qui condamne définitivement l'État. Et l'arrêt de la Cour de cassation précise que celui qui est condamné, c'est bien l'État, pour faute lourde, et le motif de cette condamnation est la réitération de contrôles aux faciès réalisés par les forces de police. Autrement dit, ce ne sont pas les policiers qui ont été condamnés individuellement, c'est bien l'institution qui encourage, favorise, couvre et permet la poursuite de ces contrôles aux faciès, à savoir l'État. En quoi on est donc effectivement en droit de considérer que les contrôles aux faciès systémiques sont bien l'expression d'un racisme d'État assumé par ce même État. Et rappelez, puisque la chose est très récente, que puisqu'il perdure, pardonnez-moi, ces contrôles aux faciès, rappelez que très récemment, une action de groupe a été lancée par plusieurs associations nationales et internationales, parmi lesquelles ce sont dans tous les cas des associations nationales et internationales qui ont pignon sur rue, qui sont notoirement connues pour leur action en faveur de la défense des droits humains, comme on dit ailleurs, et donc aussi des libertés fondamentales. Ces différentes associations nationales et internationales étant en l'occurrence Amnesty International, Open Justice Initiative et Human Rights Watch, entre autres. Par ailleurs, relativement aux discriminations systémiques, je l'avais rapidement signalé en introduction, toute une série désormais d'analyses, d'études très circonstanciées, non pas seulement dans les quartiers populaires, mais auprès des celles et ceux qui sont racisés, montrent abondamment et sinistrement, effectivement, que celles et ceux qui sont racisés sont confrontés tout au long de leur existence à des discriminations. Des discriminations qui ont lieu dans l'institution scolaire et qui sont en partie l'expression de ce que nous sommes un certain nombre à appeler un racisme de type institutionnel, et qui ont pour effet ces discriminations
et systémique dans l'institution scolaire, en général, d'orienter les élèves racisés vers des filières courtes et professionnelles, et de les faire sortir du système d'enseignement général relativement tôt, ce qui a pour conséquence évidemment de gréver de façon très importante le type et le niveau de diplôme auquel ils accèdent, et par ailleurs, et d'avoir des conséquences en chaîne après les diplômes éventuellement obtenus, d'avoir des conséquences en chaîne sur leur parcours professionnel, sur le niveau de rémunération auquel ils parviendront, et d'avoir aussi des conséquences sur les logements auxquels ils pourront accéder. Et par ailleurs, il y a également dans Racisme de France une contribution sur le racisme institutionnel qui affecte également les secteurs de la santé publique, où des comportements, c'est étudié, montrent, des pratiques plus exactement, montrent qu'effectivement, les populations racisées peuvent être en but à des traitements différentiels par rapport aux groupes majoritaires, aux blancs, par conséquent. Et encore une fois, des discriminations systémiques qui n'affectent pas du tout seulement et uniquement celles et ceux qui sont issus des quartiers populaires. Ces discriminations systémiques peuvent également affecter des populations racisées issues de milieux plutôt favorisés, mais d'un point de vue social, culturel et éventuellement financier, mais dont la position particulière ne met pas forcément à l'abri de discrimination subie. Alors, pas forcément à l'école, mais dans le cadre d'un parcours scolaire, éventuellement, universitaire, et également aussi dans le cadre d'un parcours professionnel. Je, globalement, je vais plutôt m'en tenir là. Je pourrais évidemment continuer, mais pour laisser la parole à celles et ceux qui sont présents, je préfère m'en tenir là, quitte à revenir beaucoup plus précisément sur un certain nombre de choses qui ont été dites, de catégories, de concepts employés et de références faites au cours de cette intervention. Et merci une fois encore pour l'invitation. Merci beaucoup du coup Olivier pour votre prise de parole, pour sa rigueur du coup et je trouve que ça nous permet d'ancrer la réflexion, si vous voulez, dans une généalogie qui est extrêmement précise et qui est précieuse. Et du coup, avant de laisser la parole à ceux qui le souhaitent, je voulais vous lire du coup un commentaire qu'a écrit ma collègue anthropologue Carolina Noguera. Donc ce que vous dites est très important pour situer le développement des pays du Nord global comme étant intrinsèquement lié à la domination et au non ou au sous-développement des pays du Sud global. Et du coup, par ailleurs, vous serait-il possible de donner quelques informations ou références sur le racisme d'État en France, dans le secteur social et médico-social, si c'est possible pour vous, du coup? Est-ce que vous souhaitez du coup qu'on pose plusieurs questions et vous répondez par la suite ou vous répondez Je peux répondre immédiatement Très bien. à celle-ci. En ce qui concerne le racisme institutionnel dans le secteur médico-social, alors ça sera plus spécifiquement dans le secteur médical. Il y a une littérature, enfin une littérature, il y a des enquêtes maintenant très importantes menées sur le sujet. Je me permets de vous renvoyer notamment à la contribution qui a été rédigée par Marguerite Cognet dans l'ouvrage collectif donc Racisme de France que nous avons, Omar Slaouti et moi-même, qui est une contribution qui porte, j'en cherche le titre, pardonnez-moi,
qui porte le titre de Les services de santé, lieu d'un racisme méconnu. Je précise que Marguerite Cognier est donc chercheuse au CNRS, un laboratoire qui s'appelle l'URMIS, et qu'elle travaille maintenant depuis de plusieurs années, justement, sur le racisme institutionnel tel qu'il peut exister dans un certain nombre de services de santé. Et par ailleurs, dans sa contribution, qui a été rédigée peu avant le surgissement de la pandémie liée au Covid-21, mais l'ouvrage, lui, est sorti donc en septembre 2020, donc dans cette entre-deux. Et évidemment, elle a intégré un certain nombre d'éléments statistiques, un certain nombre d'éléments d'enquête qui ont été notamment conduites, ces enquêtes, au cours du premier confinement et qui ont permis de montrer que, là aussi et là encore, les populations racisées, pour diverses raisons, pouvaient être particulièrement affectées pour un certain nombre de raisons, notamment parce que beaucoup de ces populations racisées font partie, selon l'expression consacrée, des premiers de corvée, et qu'à ce titre, ils étaient particulièrement exposés en raison de leur travail au Covid, mais plus que cela, que les discriminations dans l'accès aux soins sont aussi la résultante de l'ensemble des discriminations qui les affectent. Discrimination financière, bien sûr, mais aussi discrimination en matière de logement, dans la mesure où beaucoup de ces populations racisées et premiers de corvée, notamment dans la région parisienne, habitent dans le département bien connu du 9-3, qui, en matière médicale, fait l'objet souvent d'une sous-qualification, si je puis dire, médicale, d'une couverture médicale bien moindre et de bien moins bonne qualité que dans d'autres régions de la région parisienne, ce qui a donc des conséquences significatives, et là aussi et là encore, du point de vue de la prise en charge de ces populations racisées, comme on dit. Olivier, si vous permettez, juste en termes de références qui me viennent comme ça, puisqu'il y a des étudiants qui sont connectés, et puis Caroline a posé la question, il me semble, alors je ne suis pas sûr de la date, mais ça doit dater des années 2005-2006, il me semble qu'il y a Faiza Guelamine qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le travail social face au racisme, dans lequel, pour une part, elle reprend une partie des questions que vous avez abordées, mais beaucoup moins précisément. Et du coup, c'est un bouquin qui a été publié aux presses de l'EHESP. Voilà, mais on en reparlera si tu veux. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont spécifiquement consacrés à ces enjeux-là dans notre champ professionnel, hein. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. Pardon, excusez-moi du coup. Je prends note et je suis d'autant plus heureux d'entendre la référence que quand j'enseignais à l'Institut du travail social de Montrouge, j'ai pendant un moment été le collègue de Faiza. Et du coup, en parlant de collègues, donc Carolina, mais Carolina, tu peux prendre la parole aussi, si tu veux, en fait. Du coup, qui vous disait que en fait, Madame Cognier avait été sa professeure à Paris 7. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, il y a les interconnexions. Oui, ça me venait comme ça. Alors, je suis pas très sûr de la date, mais je pense que c'est 2005 ou 2006, en fait. Voilà. Par Donc, ailleurs, en matière de référence, je vous renvoie entre autres et toujours à la contribution de Marguerite Cognier, qui n'a pas simplement d'ailleurs travaillé sur la façon dont les populations racisées qui se rendent dans l'institution, dans les institutions hospitalières et médicales peuvent être victimes de discrimination, mais elle a aussi étudié la façon dont le personnel médical racisé peut lui aussi, à l'intérieur de l'institution et dans le champ professionnel qui est le sien, faire l'objet de discrimination. Je pense en particulier à un de ces articles qui s'appelle, je cite, c'est le titre, Quand l'infirmière est noire, les soins et services de santé dans un contexte raciste, qui est publié dans ce qui doit être une revue
Face à face, regard sur la santé, numéro 6, 2004. Bon. Comme tout ça est enregistré, on pourra y revenir si on le souhaite. En tout cas, merci beaucoup pour les pistes de lecture. Alors, sur le pays du Nord, pays du Sud, oui, je suis d'accord avec ce qui est écrit et donc avec l'intervention. Mais j'ajouterai ceci, que si notre ouvrage, comme le titre l'indique, Racisme de France, est donc un ouvrage qui porte sur les origines scientifiques, élitaires, politiques, juridiques des racismes et les prolongements contemporains de ces racismes au pluriel, puisque nous abordons à la fois la question de la négrophobie, de l'islamophobie, du racisme anti-arabe, du racisme trop souvent minoré, pour ne pas dire totalement inconnu, du racisme anti-asiatique, de l'anti-ziganisme aussi. Il me semble qu'il est important de souligner, eu égard à un certain nombre d'événements internationaux, que des conceptions de type raciste ne prévalent pas et n'ont pas seulement des conséquences particulièrement dramatiques dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident et en Europe plus spécifiquement, qu'il y a des formes d'islamophobie, par exemple, particulièrement radicales qui donnent lieu à des discriminations également systémiques, qui donnent lieu à l'avènement d'une islamophobie d'État. Je veux parler de la politique conduite par l'État chinois à l'endroit de la minorité ouïghour musulmane du Xinjiang, où un certain nombre de rapports internationaux font état d'une part de la mise en place de camps d'internement, présentés comme bien sûr des camps de rééducation, ça va de soi, mais dont on sait, grâce à un certain nombre de témoignages, qu'il s'agit bien de camps d'internement, avec de très fortes suspicions de crimes contre l'humanité, notamment, qui commencent à être relativement bien documentés, et notamment en matière de stérilisation forcée d'un certain nombre de femmes ouïghours. Par ailleurs, eu égard là aussi et là encore à l'actualité internationale qui décidément est plutôt sinistre, je pense au coup d'État qui vient d'être perpétré au Myanmar par la junte militaire, et rappeler que là aussi, ces militaires ont développé une véritable islamophobie d'État qui a donné lieu à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité Rohingya du Myanmar, minorité musulmane, dont il faut rappeler que, c'est une minorité qui vit au Myanmar depuis des siècles, et que cette minorité est au Myanmar apatride, a été déchue de la nationalité birmane, ce qui permet entre autres de comprendre les raisons pour lesquelles cette minorité a effectivement non pas seulement été soumise à des discriminations systémiques, mais a été soumise à ce qu'il faut appeler un véritable processus de purification ethnique du Myanmar, et avec sans doute les mouvements de population les plus importants dans la région, puisque c'est presque entre 800 000 et près d'1 million de Rohingyas qui ont été contraints de franchir la frontière internationale entre le Myanmar et le Bangladesh. Par ailleurs, existe toujours, et les racines en sont très lointaines, dans un certain nombre de pays du Maghreb, une négrophobie, là aussi, dont on peut considérer qu'elle est dans certains cas une négrophobie d'État. Je vais prendre un seul exemple, celui de la Mauritanie, où l'esclavage n'a été aboli que dans les années 1990, et où l'esclavage exercé par les morts blancs à l'endroit de la minorité négro-mauritanienne continue de prospérer. Et pour en donner un exemple, il se trouve que, en plus de mes activités d'enseignement, je suis juge et assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il y a de cela moins d'un mois, nous avons eu à connaître d'un dossier d'un requérant mauritanien, noir mauritanien, qui faisait état de sa condition d'esclave en Mauritanie, et eu égard à son récit, aux précisions qu'il a apportées sur la condition qui lui était faite, sur la condition qui était faite à sa famille,
à ses parents, à ses grands-parents, à ses frères et à ses sœurs, le statut de réfugié lui a été effectivement accordé dans la mesure où, dans le cadre de l'application de la Convention de Genève, ceux qui sont esclaves sont considérés comme constitutifs et appartenant à un groupe social qui donc doit se voir accorder une protection internationale. Et donc, ceci pour dire que les conceptions islamophobes, des islamophobies d'État n'existent pas seulement dans les pays dits du Nord, cela affecte dans certains cas aussi des pays dits du Sud. Et relativement à la négrophobie, hélas, ce n'est pas le Nord, l'Occident et l'Europe n'en ont hélas pas le monopole. Et dans un certain nombre de pays du Sud, ça provoque des discriminations extrêmement importantes. J'ai cité le cas de la Mauritanie, mais il y a toute une série aussi d'études qui commencent à apparaître sur la façon dont les Noirs sont traités dans d'autres États dans des États du Maghreb, pardonnez-moi, que ce soit en Algérie ou, hélas, en Libye, et où nous sommes confrontés effectivement à l'existence d'une négrophobie persistante et dont les effets sont évidemment souvent catastrophiques. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Manque de questions, c'est que... Pardon? Si vous souhaitez poser une question, vous n'hésitez pas, en fait, vous prenez la parole. Bon. Ben, sinon, moi j'en ai une, alors qui est sûrement un peu naïve, mais je la pose quand même. Parfois, elles ne sont pas complètement à côté de la plaque, ces questions-là. En fait, si vous voulez, en vous écoutant, et puis pour avoir lu un certain nombre de vos textes, en fait, moi, il m'a semblé que, vous voyez, comment dire, la consistance de la généalogie que vous dressez, premièrement. Deuxièmement, ce que vous avez dit des condamnations dont l'État français a fait l'objet, l'État français. Et puis toute une série d'autres éléments que vous amenez, il me semble, si vous voulez, que, je ne vais pas dire que la cause est entendue du point de vue du racisme d'État, mais que pour déconstruire finalement, ou pour s'opposer à cet argumentaire-là, il faut énormément, si vous voulez, d'arguments qui me semble, les gens qui dénoncent la question du racisme d'État n'ont pas. Vous avez fait référence tout à l'heure enfin, à un certain nombre de personnes. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui s'opposent à cette manière de catégoriser la chose. Et du coup, je me disais, au regard, encore une fois, du dossier, de sa charge, je me dis, quel est l'enjeu, finalement, à quoi tiennent les personnes qui, finalement, s'opposent à cette manière de nommer la chose qui est le racisme d'État? Comment vous l'analysez, en fait? Alors, je vais répondre à votre question dans un second temps, parce que je me suis aperçu au moment où vous posiez la question que je n'avais pas complètement tenu mes promesses, notamment en ce qui concerne la distinction entre racisme d'État et État raciste. Oui, Et donc, effectivement, je crois que là, il faut y revenir même relativement rapidement parce que vous avez parfaitement raison, ce sont des débats, d'une part universitaires très importants, mais aussi des débats politiques qui exactement. donnent lieu à des polémiques d'une extrême violence. Tout d'abord, rappeler que le syntagme, le concept de racisme d'État n'est pas d'invention récente. On le trouve déjà forgé. L'a-t-il forgé d'ailleurs? Je n'en sais rien. Il l'utilise assurément chez Michel Foucault, lorsque Michel Foucault cherche à rendre compte de l'avènement de ce qu'il appelle une biopolitique à la fin, disons, fin du 19e, début 20e. Donc, une biopolitique, une politique où l'État est amené à prendre en charge la vie et où il cherche à montrer comment cette biopolitique débouche est portée par une forme singulière et particulière donc de racisme d'État. Par ailleurs, plus tard, et juste un mot sur Foucault, lorsque Foucault rédige, écrit et dit cela, il le fait dans un cours au Collège de France,
À l'époque, la chose ne suscite pas de scandale. Je ne dis pas que c'est parce que Foucault dit qu'il y a racisme d'État qu'il faut souscrire forcément à la catégorie qu'il emploie. Le propos n'est pas là du tout, mais qu'à l'époque, la chose suscite éventuellement un débat universitaire, mais ne suscite pas des réactions aussi violentes que celles que nous avons pu connaître par la suite. Par ailleurs, Pierre Bourdieu a été amené lui aussi à considérer qu'il y avait dans le traitement des minorités racisées, dans le traitement qui leur était infligé par les forces de l'ordre, par les formes particulières de violence policière à leur endroit, qui on pouvait, là aussi il a encore, parler de racisme d'État, lequel, et la troisième, la quatrième et la cinquième République en témoignent remarquablement, n'est pas du tout incompatible avec l'existence d'institutions républicaines, mais d'institutions républicaines qui fonctionnent et se mettent à fonctionner donc sur la base de critères raciaux pour une partie des populations vivant sur son territoire, que ces populations d'ailleurs soient des populations françaises ou étrangères. En l'occurrence, ça n'a strictement aucune importance, puisque là, éventuellement, et pas d'ailleurs le critère de race, le critère ethno-racial va l'emporter sur un critère de nationalité qui d'ailleurs n'est pas immédiatement prédictible quand on se livre à un contrôle policier. Je veux dire par là qu'un policier qui contrôle sur la base de critères ethno-raciaux ne sait pas si la personne qu'il contrôle est étrangère ou française. Ce qui le conduit à faire le contrôle, conformément aux directives qui lui sont données, c'est bien le constat que celui qu'il contrôle présente un certain nombre de caractéristiques qui permettent de l'identifier comme arabe et ou noir. Racisme d'État est absolument différent d'un État raciste, puisque globalement, un État raciste est un État qui repose ouvertement sur, une représentation hiérarchisée du genre humain, deux, sur un ensemble de dispositions juridiques, éventuellement constitutionnelles, et bien sûr aussi sur des pratiques qui sont la conséquence juridique et pratique de ces représentations hiérarchisées du genre humain et qui vont priver certaines minorités, soit complètement de droits fondamentaux, soit partiellement de leurs droits fondamentaux, et les constituer comme minorités politiques et juridiques à l'intérieur même de l'État. Les exemples les plus probants d'États racistes, qui sont donc aussi, et qui donnent forcément lieu à l'avènement et à l'existence de racisme d'État, c'est évidemment, d'une part, l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, qui est à la fois un État raciste et bien sûr qui prospère et se maintient grâce à, si je puis dire, un racisme d'État inscrit dans la loi et qui établit et constitue pas simplement les Noirs comme minorité, mais d'autres comme minorité privée de droits fondamentaux. Les États-Unis ont aussi, pendant longtemps, été tout à la fois un État démocratique pour les citoyens blancs états-uniens et un État qui n'était pas, qui donnait naissance à un racisme d'État, mais qui était aussi un État raciste, dans la mesure où les traitements juridiques infligés aux Noirs et aux Indiens étaient inscrits dans la loi et dans certains cas, d'ailleurs, sanctionnés et légitimés par des arrêts de la Cour suprême des États-Unis. Et pour ce qui est de la France, un exemple très classique d'État raciste, le régime de Vichy n'a pas simplement été un État dictatorial, cela a été aussi évidemment un État raciste. Les dispositions relatives, bien sûr, aux Juifs en attestent. Ça a donc été un État raciste et un État antisémite, et par ailleurs aussi également un État xénophobe. Et donc, lorsque nous sommes un certain nombre à recourir au concept de racisme d'État, nous ne confondons absolument pas racisme d'État et État raciste. Nous considérons que ce sont deux réalités conceptuelles, politiques, institutionnelles et juridiques distinctes, et qu'il faut donc les distinguer, mais que, encore une fois, l'existence d'un État démocratique et républicain n'est absolument pas incompatible avec l'existence d'un racisme d'État.
dont témoigne, entre autres, la question des violences policières et des contrôles aux faciès. Alors, sur la question des résistances, qui sont, et vous l'avez souligné et vous avez raison de le faire, qui ne sont pas uniquement des résistances émanant du champ politique, qui sont aussi des résistances émanant du champ universitaire et académique. Fondamentalement, elle me semble liée à la puissance, mais bon, je vais commencer par le dire en ces termes, à la puissance en France en particulier, évidemment, si j'ose dire, de cette grande mythologie nationale républicaine qui s'appuie sur la grande mythologie qui n'est pas forcément uniquement républicaine, mais qui est la grande mythologie de la France, fille aînée, après avoir été fille aînée de l'Église, de la France, fille aînée des Lumières philosophiques, bien sûr, fille aînée de la glorieuse révolution de 1789 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, fille aînée de la République et de la première, celle qui est fondée en 1792, et de la première constitution républicaine du 24 juin 1793, fille aînée de l'abolition de l'esclavage en 1794, alors avec tout à coup un petit trou singulier parce que il a fallu que la Seconde République y revienne en matière d'abolition de l'esclavage avec le décret d'abolition du 27 avril 1848. Bref, toute une véritable mythologie nationale républicaine, c'est-à-dire un discours des origines de la République, au sens, donc un discours mythologique au sens propre du terme, et qui est fondateur, parce que c'est ce premier discours qui permet de tenir le second, qui est fondateur au fond de cet exceptionnalisme français. C'est-à-dire que la France se distinguerait par rapport aux autres pays, justement, par la puissance de ses traditions républicaines, de ses traditions démocratiques. Et cela étant établi, alors, et contre d'ailleurs toute vérité à la fois historique, politique, juridique, et celle, entre autres, que j'ai rapidement énoncée là ce soir, donc contre toute vérité dans cette grande tradition révolutionnaire, émancipatrice et républicaine de la France, alors les discriminations, les différentes formes de racisme ne peuvent être que résiduelles et ne peuvent ni être d'État, ni fondamentalement relever d'un racisme institutionnel. C'est pour ça, là aussi, qu'il y a d'extraordinaires résistances au recours du racisme institutionnel, surtout, et allais-je dire, lorsque le concept de racisme institutionnel est utilisé pour mettre au jour les discriminations existant à l'école, collège, lycée et éventuellement université, parce que l'école, les collèges, les lycées, dans une moindre mesure l'université, est perçue comme une sorte de forteresse républicaine au sein de laquelle, bien sûr, il n'y aurait ni racisme institutionnel a fortiori, ni évidemment aucune discrimination de type racial que ce soit. On veut bien concéder qu'il y ait des discriminations sociales, on veut bien concéder qu'il y ait éventuellement des discriminations liées au genre, mais accepter qu'il y ait des discriminations de type ethno-racial est pour beaucoup absolument insupportable. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions? Une dernière peut-être, s'il y en a. Du coup, s'il n'y en a pas, deux petits points par rapport à ce qui a été abordé en termes de référence pour ceux que ça intéresse. Par rapport au cours de Michel Foucault, il est fait mention de racisme d'État. Il me semble que c'est dans « Il faut défendre la société » qu'il aborde, enfin, qu'il mentionne le racisme d'État, il me semble. Et pour Pierre Bourdieu, pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu ce qu'il a pu dire à là, je suis beaucoup plus précis parce que c'est un auteur qui m'est nettement plus familier que Foucault. Dans les...
dans Les Incorruptibles, en 97, il a publié un texte qui s'appelle « Nous en avons assez du racisme d'État ». Voilà. Laurent, Oui. effectivement, quand c'est sur il faut défendre la société que Michel Foucault parle de la question de racisme et biopolitique, juste pour Bon. préciser la référence. Bon, alors tu vois, je n'étais pas complètement à côté de la plaque. Voilà, mais c'est juste pour que pour ceux que ça intéresse, en tout cas, qu'ils puissent aller s'y référer, parce que c'est intéressant quand même de voir comment ces gens-là ont traité la question de manière finalement beaucoup moins sur un registre beaucoup moins passionnel que ce qu'on peut entendre parfois aujourd'hui, en fait. Voilà. Alors pour Foucault, je confirme effectivement, c'est Il faut descendre la société, c'est un cours au Collège de France qui a été publié en 1997 et c'est un cours qui a été donné au Collège de France en 1976. Une référence complémentaire parce que je suis conscient que la chose là aussi suscite des réactions particulièrement violentes chez les mythologues républicains, et n'est pas uniquement dans le champ politique et également dans le champ académique. Et sur les racismes républicains, c'est le travail très intéressant de Caroline Reynaud-Paligot qui s'appelle La République raciale 1860-1930, qui a été publié aux Presses universitaires de France en 2006. Et je vais vous donner la définition, parce que, autant être précis, la citation exacte de Léon Blum, que maladroitement, j'en restituais l'esprit mais pas la lettre tout à l'heure. Cette citation de Léon Blum est la suivante. Elle est reproduite dans Le Populaire du 17 juillet 1925, ce qui permet d'attester de l'extraordinaire diffusion horizontale parmi les élites politiques de la Troisième République du racisme. Léon Blum déclare ceci: nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture. Ce qu'il fallait démontrer, Léon Blum est également absolument convaincu que le genre humain est un genre humain hiérarchisé et que par conséquent, il appartient aux races supérieures d'élever les races inférieures. Ce qui permet, soit dit en passant aussi, je finirai là-dessus, de comprendre les raisons pour lesquelles le Front populaire, dont il est très souvent dit qu'il a été extraordinairement attentif à la condition des travailleurs français, assurément, un peu poussé par la grève générale qui ont eu lieu, faut-il néanmoins le rappeler, faut-il rappeler que ce Front populaire n'a pas changé d'un iota la condition des indigènes de l'Empire. Ils étaient sujets français avant juin 1936, ils ont été sujets français après juin 1936 et après le Front populaire. Et l'ensemble des discriminations élaborées à leur endroit ont été maintenues par le dit front. Écoutez, Olivier, merci beaucoup pour votre intervention, 2, pour les réponses aux questions, et puis pour vraiment la teneur de votre propos, extrêmement rigoureux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour l'échange aussi, infiniment. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ça me fait très plaisir d'intervenir sur ces sujets parce que je les crois extrêmement importants, non pas seulement d'un point de vue universitaire, non pas seulement d'un point de vue de la connaissance, mais également aussi d'un point de vue politique et d'un point de vue citoyen, comme on dit aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Mais merci aux personnes qui se sont connectées, qui ont reçu le lien du coup de s'en être servi. Et puis à bientôt à tous. Dans 3 semaines, puisque la prochaine intervention aura lieu dans 3 semaines. Et elle sera animée par ma collègue Carolina Noguera. Voilà. Bonne soirée à tous. Encore merci Olivier et à bientôt.